Bien, bonjour à toutes et tous. Je vous propose de démarrer le cycle de conférences donc en salle Berlin de 13h30 à 16h30. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Pierre Berthou. Je suis dirigeant d'une société qui s'appelle La Marque Blanche et je vais avoir le plaisir d'animer les différentes interventions de l'après-midi. Alors, on a le plaisir d'accueillir Bogdana Mikhaïlovova, c'est ça. Désolé, j'avais promis de ne pas écorcher votre nom, de l'ANPA, Association nationale pour la prévention d'alcoolologie. En alcoolologie, voilà, vous pourrez présenter rapidement la structure en introduction. Et puis un breton, hein, comme moi, Jean-François Cloarec, d'E-Learning Touch, qui est le prestataire qui a accompagné sur toute une opération de mise en ligne de contenu sur un logiciel, hein, passer d'un format quelque chose un peu PDF à quelque chose de plus dynamique, plus adapté, sur une application interne à l'association. Donc je ne sais pas qui veut démarrer, qui démarre la présentation, Jean-François peut-être ou Jean-François. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Jean-François Leclerc. Je vais vous présenter avec Bogdana voilà, ce projet autour du déploiement de logiciels dans une structure associative de quelques centaines de personnes. Moi, je représente E-Learning Touch. Nous sommes une structure spécialisée donc, sur l'ensemble de la chaîne du e-learning. On travaille sur la fourniture de logiciels, on travaille sur la prestation de contenu sur mesure. Et puis, nous sommes également Moodle Partner et c'est à ce titre également que nous sommes intervenus avec ce projet. Voilà, Bogdana, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Bogdana Mikhaïlovova, donc je suis chargée de mission des systèmes d'information métiers au sein de l'association AMPA, qui est une association nationale en alcoolologie et en addictologie, en prévention et aussi mise en place des projets, notamment comme celui-là, comme des projets innovants. Donc, on est une association gérante des structures médico-sociales. On a environ 1600 salariés. On possède on est gérant un peu plus d'une centaine de structures médico-sociales de type XAPA, CARUD, ACT, CTR, DELAM, c'est des structures d'hébergement. Et toutes ces structures sont dans le cadre de l'accompagnement des usagers en addictologie. On est notamment l'association qui gère le système d'information GI2A, qui a été développé en 2010 par l'association. Donc, on est les propriétaires du système d'information. C'est un système d'information qui accompagne nos structures XAPA dans leur vie quotidienne pour pouvoir en fait travailler avec les usagers, mais qui sert pour l'équipe médico-sociale. Donc, c'est un système d'information qui contient environ 80 fonctionnalités, qui est assez énorme, qui fait d'office de dossiers médicalisés de patients, qui peut faire des ordonnances informatisées, qui peut faire de la délivrance, de gestion des stocks, de l'agenda, des statistiques, plein de choses que vous verrez. Ce projet a été choisi pour mettre en place une formation à ce système d'information. Comme je vous avais dit, le système d'information il a été développé en 2010. Je suis la responsable du projet, en fait, en ce stade-là. Auparavant, il y avait mon prédécesseur et on était tous les deux responsables de la formation des utilisateurs à ce système d'information, puisqu'on a 1600 salariés, plus certaines structures clientes qui sont notamment des structures XAPA, on a plus de 1000 personnes à former. Et donc, cela a été auparavant fait sur un modèle qui était d'une formation présentielle, où on faisait le tour de France dans nos structures. On formait les personnes pour l'ensemble des professionnels. Et puis, on recommençait Tour de France 2-3 ans plus tard, puisque notre turnover dans l'association est assez important.
Et donc, c'est d'où l'idée que j'avais il y a 2 ans, de mettre en place une formation qui serait accessible à distance, qui pourra évoluer aussi avec le logiciel, puisque le logiciel, il évolue 2-3 fois dans l'année. Et du coup, j'avais l'idée de mettre en place la formation e-learning. Ce projet, il a été notamment mis en avant puisque l'association, elle veut aussi mettre en place des formations à distance pour d'autres types de formations qu'on fait, puisqu'on est un organisme de formation notamment. Donc, dans le cadre des projets de formation interne et externe, on souhaitait accueillir une plateforme e-learning. Et le premier projet qu'on mettait en place, c'était le projet de formation à ce système d'information. Je te laisse peut-être. Alors, lorsque Bogdana nous a sollicité, on a repris voilà, tous les attendus de ce projet. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a toujours certaines contraintes auxquelles on doit faire face lorsqu'on lance un projet. C'est particulièrement vrai dans le domaine qui nous intéresse, puisqu'on avait à la fois de la production de ressources pour pouvoir réaliser quelque chose d'intéressant autour du logiciel GI2A, mais également des enjeux importants en matière de diffusion et de sécurité de la diffusion. Donc les contraintes du projet, on les a abordées sous 3 angles classiques. On avait des échéances, alors qui vont peut-être vous paraître longues sur ce retour d'expérience, mais ça a été un travail à peu près d'1 année pour pouvoir mettre en place l'ensemble de ce dispositif. Donc on s'était mis cette échéance d'1 an, on y reviendra. On avait bien évidemment des échéances de coûts, pas des échéances, mais enfin des contraintes de coûts. Bogdana vous a indiqué qu'il y avait 80 fonctionnalités qui avaient été identifiées au niveau du cahier des charges sur ce système d'information. Et il a fallu à un moment trancher entre différentes approches pédagogiques pour pouvoir traiter ces 80 fonctionnalités de manière pertinente, tout en respectant le budget que s'était fixé l'association. Et puis, bien évidemment, si vous lancez un programme e-learning et que vous ne veillez pas en fait à la qualité, à une certaine attractivité et une certaine organisation, eh bien, vos apprenants étant parfois et souvent seuls devant l'écran, le risque d'abandon est un facteur majeur. Donc, gagner en qualité, c'était aussi faire en sorte que tout fonctionne bien pour pouvoir avoir ou limiter ce sentiment d'abandon. Alors, en particulier avec des gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec un ordinateur ou qui découvrent en fait cette nouvelle modalité d'apprentissage. Hein, donc c'était aussi un point sur lequel on souhaitait être vigilant dans notre approche. Alors on a dû aussi faire des arbitrages techniques par rapport à tout ça. Donc on s'est appuyé sur 3 logiciels. Pour la partie diffusion, on s'est appuyé sur le logiciel Moodle, que vous connaissez certainement, hein, qui est le premier LMS au monde. Donc qui va permettre, on va vous montrer quelques éléments sur le projet, qui va permettre de gérer cette partie-là. Alors nous, c'est un logiciel qu'on utilise énormément parce qu'il est extrêmement flexible. Bogdana indiquait qu'il y avait un enjeu d'opération ou de sensibilisation à l'interne sur GI2A, mais plus largement sur l'ensemble de la structure. Donc il fallait quelque chose qui soit souple dans le temps et qui soit aussi capable d'absorber en fait des volumes de plus en plus importants. Donc on voulait aussi, de manière à gérer les coûts, avoir quelque chose qui ne soit pas lié au nombre d'utilisateurs ou au poids qui serait déposé sur la plateforme. Donc on a choisi Moodle. On a fait 2 autres choix techniques sur la partie illustration ou la partie construction des ressources. Donc on a travaillé avec iSpring, je vous expliquerai tout à l'heure sur quelle partie on l'a utilisé. Et puis également Camtasia, qui est un outil qui permet de faire du tutoriel et qui nous a également, sur lequel on s'est également appuyé pour d'autres raisons, et notamment des raisons ergonomiques en matière de présentation des tutoriels. Alors, quand on lance un projet tel que ce projet GI2A, c'est d'abord un gros travail tous ensemble. Donc, on a constitué une équipe autour de 2 chefs de projet. J'aurais dû mettre 2 FES d'ailleurs, qui ont été formidables sur toute cette partie-là. Donc, Bogdana qui est là aujourd'hui, et puis Laurence chez nous qui pouvait pas être là aujourd'hui, mais qui a joué ce rôle de binôme, mais je crois que c'est vraiment important, tu y reviendras. Et puis tout un panel d'acteurs autour de ce projet. Alors je vais laisser présenter peut-être
ta partie, ton équipe, et puis je dirais, nous, quels sont les moyens qu'on a mis en face pour pouvoir avoir des acteurs du projet qui fonctionnent. Alors, comme Jean-François l'a dit, je suis chef de projet au sein de ma direction. Donc, j'ai été accompagnée, bien évidemment, par mon directeur sur tous les aspects décisionnels, budgétaires, etc. Puis, j'ai été accompagnée par notre direction des ressources humaines, puisque ce projet de formation, il est rentré dans le plan de qualité, enfin, de formation professionnelle au sein de notre association. Donc en fait, j'ai été accompagnée par le pôle de formation de la DRH, où j'avais en place la directrice de pôle, qui a fait tout ce qui est déclaration auprès de l'OPCO, le suivi des conditions pour que la formation puisse rentrer dans le cadre d'une formation professionnelle, puisqu'on demandait les financements. Et j'ai été accompagnée notamment par notre responsable des systèmes d'information au sein de l'association pour intégrer la plateforme dans notre structure, notre architecture de tous les systèmes d'information qu'on développe dans l'association. Comme je le disais tout à l'heure, la plateforme, elle a été non seulement conçue pour être une plateforme de formation interne, mais aussi de la formation externe. Ça veut dire que notre connexion se fait à travers de 2 dispositifs différents, puisque nous, en interne, on a un dispositif de l'authentifiant unique sur nos systèmes d'information. Donc, la plateforme devait rentrer dans ce dispositif. Et il fallait aussi qu'on rentre dans le cadre des non-salariés de l'association pour que les autres gens, dans le cadre des formations externes, puissent s'y connecter et puissent accéder à leur formation, notamment pour GI2A, puisqu'on a des structures clientes. J'ai été accompagnée aussi par la responsable de formation de l'organisme de formation qui fait partie de ma direction. Cette personne m'a notamment appuyée, pas seulement sur les objectifs pédagogiques et leur attente dans la formation, mais aussi en tant que mon testeur, puisque c'est une personne qui n'a jamais été formée pour le logiciel. Elle revoyait tous les supports avec moi. Elle pouvait en fait me donner des retours en tant que novice sur le logiciel pour savoir si les personnes nouvellement recrutées au sein de l'association seront capables de comprendre ce qu'on est en train de développer, ce qu'on essaie d'expliquer aux gens. Et j'étais notamment appuyée par un réseau GI2A que j'avais mis en place en 2019. C'est un réseau des correspondants régionaux et des experts usage de l'outil que j'avais fait construire non seulement pour ce projet, mais aussi dans l'appui de projet GI2A en général. Et ce projet a été donc consulté. On avait mis en place en fait une plateforme bac à sable, une plateforme test d'un e-learning, où on faisait en fait consulter les supports dans leur version bêta en fait par nos experts usage du système d'information, et on prenait en compte leur retour pour qu'on puisse le plus adapter les supports, que ce soit leur format ou le contenu ou la forme, au plus près du terrain, au plus près des attentes des personnes qui vont réellement être formées en fait dans le futur, et par les personnes qui se servent du logiciel tous les jours, puisqu'il faut dire que moi, je travaille au siège national de l'association. Je suis chef de projet de ce système d'information, mais je ne l'utilise en tant qu'administratrice. Je ne l'utilise pas en tant qu'une utilisatrice. Et je navigue seulement dans un environnement bêta, puisqu'il s'agit d'un système d'information qui contient des données personnelles et des données médicales. Comme je vous l'avais dit au début, c'est un logiciel qui fait d'office de dossier patient, de dossier d'usager, qui fait d'office d'un dossier qui peut faire des ordonnances, des délivrances. C'est des informations que moi, en tant que personne externe de la structure, ne peux pas voir. Donc, je n'ai pas l'accès à la production de ce système d'information. Donc, quand on fait des évolutions, on navigue un petit peu à l'aveugle. Et notamment pour cette formation, ce qui était la plus grande difficulté, c'est de mettre en place quelque chose que vous ne voyez pas tous les jours. Mais en fait, vous devez le retranscrire, vous devez faire des captures d'écran de cet environnement, et vous devez vous assurer aussi que l'information que vous allez faire et vouloir passer est bien correcte et celle que vos utilisateurs sont en train de voir tous les jours.
Alors, pour pouvoir répondre aux différents enjeux et puis également aux attentes, aux remontées, prendre en charge toutes les remarques des différentes parties en fait, de l'équipe de Bogdana. Nous, on a travaillé en face sur une structuration pédagogique, donc de manière, comme tu le disais, à pouvoir accompagner vraiment au plus proche des besoins des utilisateurs finaux. Et puis, on a mis également une équipe technique. Alors, au-delà de l'installation du logiciel, c'est tout le paramétrage des options que l'on peut avoir au niveau d'un LMS, mais également d'avoir une équipe technique à même de prendre en compte la partie pédagogique et de la structurer, de l'organiser pour pouvoir avoir un dispositif qui soit fonctionnel au niveau de la plateforme. Alors l'organisation du projet, je vous ai dit tout à l'heure, c'est à peu près un an de travail entre la publication du cahier des charges et la mise en production. Alors j'ai rajouté la gestion des imprévus parce que dans tout projet, ici on a mis beaucoup de temps à aboutir en fait à un contrat qui soit signé par toutes les parties, parce que vous avez vu qu'il y avait pas mal d'intervenants, donc il fallait que tout le monde donne son accord. Il a fallu faire des tests, on a fait des remontées. Alors vous savez, quelquefois les gens sur qui on compte sont moins disponibles à un moment ou pas tout à fait en phase exactement avec le planning. Quelquefois ça se joue à une semaine près, alors il faut être super réactif. Mais en tout cas, on a décalé, mais on a gardé à peu près la durée totale d'1 an. C'est à peu près le temps que nous a pris ce projet. Alors, les réalisations que l'on a faites, donc pour pouvoir arriver à nous projeter vers tout ce qui était ouvert en matière de digital. Alors, au niveau du LMS, bien sûr, c'est un LMS, donc forcément login, mot de passe, avec toutes les problématiques évoquées par Bogdana de confidentialité que l'on peut avoir, et puis de correspondance avec l'existant. Donc lorsque les apprenants en fait, arrivent dans la plateforme, vous voyez qu'ici on va retrouver en fait trois typologies d'utilisateurs et chaque utilisateur va avoir son propre profil de parcours, enfin son propre parcours. Donc on a les parcours communs, donc vous voyez qu'ici il est un petit peu commencé, donc on a forcément, comme dans tout LMS, une partie reporting qui permet de suivre la progression dans les différents, enfin de chaque personne et dans les différents secteurs. Donc lorsque l'apprenant ou la personne rentre en fait sur son planning, elle va trouver en fait l'ensemble de la structuration du parcours avec la possibilité, c'est ce qu'on a fait ici, vous voyez par exemple la partie publi-postage, statistique, quiz final et attestation, qui est cachée en fait pour les stagiaires, puisque tant que la première partie n'a pas été réalisée, on avait fait le choix pédagogiquement de bloquer sur la délivrance d'une attestation par exemple et la proposition d'un quiz final. Donc de manière à s'assurer que tout le monde participe à l'ensemble des activités pédagogiques qui lui sont proposées dans le parcours. Donc ce parcours, il se décline derrière. Donc là, on a les grandes masses ou les grands chapitres du parcours. Et chaque parcours se décline en petites activités pédagogiques. Donc des activités que l'on va retrouver qui sont en lien forcément avec les fonctionnalités du logiciel. Donc chaque petite dalle que vous avez là à l'écran correspond en fait à une fonctionnalité. Et puis vous avez dû remarquer également que vous avez différents pictos. Ces pictos, ils représentent la manière dont on a abordé le dispositif, c'est-à-dire aborder chacune des ressources. Je vais y revenir. Autre élément important, et vraiment j'insiste là-dessus au niveau du tracking que l'on peut avoir, vous voyez également qu'on a des petites coches vertes qui correspondent à ce qui a été déjà vu par l'apprenant. Donc ici, il a vu trois activités, et puis les autres ne sont pas encore consultées. Donc il faudra qu'il les consulte pour pouvoir débloquer en fait sur son quiz gestion de l'agenda et valider en fait sa brique gestion de l'agenda. Donc tout ça permet à Bogdana derrière d'avoir aussi un retour sur qui fait quoi, pourquoi ça bloque à tel endroit. Et puis si un apprenant lui dit je n'arrive pas à utiliser mon agenda, il dit oui, mais si tu n'as regardé que 3 ressources sur les 6 qui te sont proposées, faut peut-être commencer par ça, quoi. Alors, au niveau des briques pédagogiques que l'on a mis en place, je vous ai évoqué tout à l'heure les questions de volumétrie, puisque 80 fonctionnalités, c'est assez important, mais également, en fait, on n'a pas des ressources ou des fonctionnalités qui sont très homogènes. Donc, on a décidé de travailler pour des questions de coût aussi, sur 3 types de briques. Donc, on a travaillé sur des PDF. Alors, pour faire simple, on a dit que quand il y avait 3 clics, c'était peut-être pas la peine de faire une vidéo.
et qu'une fiche PDF illustrée était largement suffisante. Donc on a gardé du PDF dans la plateforme à consulter. Le cas typique, c'est est-ce que c'est vraiment la peine de faire un tutoriel vidéo pour dire qu'il faut mettre un login et un mot de passe? C'est pas sûr. Hein, donc une petite fiche, ça suffit pour rappeler quelques bons principes et quelques bonnes pratiques. On a travaillé beaucoup sur des vidéos, donc des tutoriels qu'on a essayé de faire le plus court possible, on va dire sur un maximum de 10 clics hein, sur les vidéos, en essayant de respecter un format d'1 minute 30, 2 minutes, de manière à ne pas non plus avoir des choses qui soient trop complexes à aborder. Donc le découpage qui avait été fait au niveau des 80 fonctionnalités le permettait sur la plupart des fonctionnalités. Et puis on avait quelques fonctionnalités qui étaient un petit peu plus délicates en fait à aborder. Et on a utilisé là, le logiciel iSpring pour pouvoir faire de la simulation et obliger en fait l'apprenant à cliquer et donc à simuler en fait le parcours tel qu'il l'aurait s'il utilisait réellement le logiciel. Donc avec ce mixte, ça nous a permis en fait d'aborder l'ensemble des fonctionnalités du logiciel et de proposer des parcours variés où on peut venir piocher en fait les différents éléments avec un format qui est pertinent par rapport au niveau de la fonctionnalité. Donc vous l'avez vu tout à l'heure dans le déroulement du parcours, on a également donc lorsque toutes les ressources pédagogiques ont été consultées, on a bien sûr une évaluation et une certification. Et pour cela, eh bien, on a utilisé les fonctionnalités de Moodle, puisque dans Moodle, vous avez notamment un outil d'évaluation de quiz qui est très performant. Ça présentait également un autre avantage, c'est que Bogdana étant l'administratrice de la plateforme, eh bien, elle a également la main sur toutes ces évaluations. Et donc, dans le temps, et pour pouvoir se projeter sur d'autres dispositifs de formation, eh bien, ça lui a permis aussi de monter en compétence sur la réalisation de quiz qu'elle pourra réexploiter sur d'autres formations, tout ça à l'intérieur même de la plateforme sans avoir besoin d'autres outils complémentaires. Donc ça, c'est les évaluations et la certification. Et puis, donc voilà, on va passer au bilan, à peu près dans le timing, au bilan de la formation. Moi, je vais te laisser la parole d'abord et puis je donnerai mon avis après. Alors, sachant qu'on a lancé la production hier, voilà, pour dire tout. Quand Jean-François le dit, en fait, donc le projet a réellement démarré par rapport au planning qui a été prévu à la base. En octobre, je dirais, octobre 2019, ils ont commencé la production. On a commencé les consultations avec les experts, on a mis en place le réseau, la plateforme bac à sable, etc. Et puis on a fait une première mise en production en décembre 2019, tout au début décembre. Donc j'ai pu avoir quelques retours de ma première session qui a démarré en décembre. Cette première session, elle va de décembre à février. Et on a fait effectivement, comme Jean-François a bien aperçu, hier soir, j'avais fait une deuxième mise en production. Et j'en ai une de prévue encore fin de cette semaine-là, début de semaine prochaine, pour les quiz finaux et les évaluations et les attestations, pour les débloquer en cascade. Donc on a opté sur une livraison en cascade, si vous voulez. Puisque ça nous a permis de tenir les délais, puisque nous, comme je l'avais évoqué à la base, on est tenu par un budget qui provient de budget de plan de formation professionnelle au sein de l'association. C'est un budget qu'on déclare auprès de l'OPCO. Ce budget nous a été attribué et pour pouvoir, entre guillemets, le débloquer pour ce projet, il nous faut rentrer la formation non seulement dans le cadre d'une formation professionnelle, mais aussi la déclarer, bien évidemment, et donc imposer un cadre de planning qui était assez serré. Et donc, dans le cadre de ce plan de formation professionnelle, puisque la formation devait rentrer dans le plan de formation de 2019, il fallait que la formation se termine en 2019. Pour cette raison-là, on a fait les différents choix stratégiques et on a réussi à les tenir jusqu'à la fin. Et c'est grâce aussi à Jean-François, non seulement au fait qu'ils ont été très réactifs, puisque nous, on avait non seulement des contraintes budgétaires comme dans tous les projets, puisqu'on est une association, on a des budgets serrés, puisqu'on demande un financement auprès de l'OPCO, le budget était encore plus serré.
on est aussi contraint par le fait que nos projets doivent passer par des accords, non seulement par la direction générale, mais aussi par notre conseil d'administration. Donc, c'est nos administrateurs, nos élus. Ces projets doivent être appuyés par ces personnes. Donc les attentes, elles peuvent être plus ou moins longues, comme Jean-François l'a bien dit. Et donc les temps de réponse peuvent être plus ou moins longues, on peut être plus ou moins réactif en fonction de ce qu'on peut se permettre de faire et dans quelle mesure on peut naviguer un petit peu autant. Et donc, je voulais remercier Jean-François pour leur réactivité, puisqu'il a su mettre en face des équipes qui ont tenu les délais et les promesses qu'on s'est mises tous ensemble en début de projet. Je crois que merci Bogdana pour ton retour. Effectivement, moi, le bilan qu'on peut en retirer, c'est effectivement, c'est toujours complexe, hein, comme je le disais en préambule. Donc il faut aussi arriver à être suffisamment structuré, avoir on va dire, de la puissance de feu à à des moments décisifs. Donc là-dessus, oui, effectivement, il y a eu une très bonne entente aussi entre les équipes. Et la collaboration, c'est vraiment une des clés des succès dans ce type de projet. Voilà, donc on va dire que maintenant, on va attendre les retours des apprenants. Et on croise les doigts pour voir ce qu'il en est. J'en profite juste 2 minutes dans le bilan pour remercier toute l'équipe. Je vois Jacques dans le fond de la salle sur la partie technique, mais aussi Laurence, Pauline et Léa qui ont fait un gros boulot là, sur le début de l'année donc par rapport à ce projet-là. Et à Bogdana, bien sûr, parce que voilà, c'était important qu'elle soit parmi nous. Alors, combien de temps il reste? Parce que je ne vois pas le temps d'ici. C'est 0. Bon, il n'y a même pas le temps pour la moindre question, du coup. Pardon? Ah, c'était mis à 25, ouais. Alors, une petite question. Est-ce qu'il y aura une petite question dans la salle, rapidement? Non? Alors, j'en pose une très très vite alors, mais très très vite. Moi, la question sur l'apprentissage d'un logiciel, c'est en termes d'usage. Les personnes se forment dans un temps bien précis, dans un contexte bien précis, ou est-ce qu'ils peuvent utiliser la plateforme presque comme un système d'aide en ligne? Alors, la plateforme, elle est accessible à temps illimité, puisque tant que vous êtes salarié de l'AMPA, vous passez par l'authentification unique, donc vous pouvez accéder. Par contre, la formation, comme ça rentre dans un cadre de plan de formation professionnelle, notre direction de ressources humaines nous a demandé que ça soit à des temps bien précisés, bien fixes, bien déterminés, et que le contenu ne soit pas accessible après ces temps-là, en dehors de ces périodes, puisque sinon, on n'est plus dans un cadre d'une formation professionnelle, puisqu'on est dans un cadre de recherche de ressources, entre guillemets, au lieu d'être dans un vrai cadre de formation. Ok, c'est très précis. Merci à vous pour cette première conférence. Vous pouvez aller sur le stand de... D70. C'est combien? D70. D70, c'est juste là. Juste à la sortie donc, à gauche. Learning Touch, c'est juste à la sortie. Donc, si vous voulez avoir une société qui vous parle d'approche un peu globale, plateforme, technique, contenu, accompagnement pédagogique, Jean-François, Learning Touch. Merci beaucoup. Merci à vous.